Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est le bilan du challenge Romantessi. Challenge Romantessi, c'est un challenge qui a été organisé par une youtubeuse qui s'appelle Nina Quill. Et en fait le but de ce challenge, c'est du 15 février jusqu'au 15 avril de lire le maximum de Romantessi possible. Donc Romantessi, comme je l'avais dit, c'est là où on est dans un monde de fantasy et où il y a de la romance, beaucoup de romance. J'ai décidé de participer à ce challenge parce que je me suis dit que ça pouvait être super sympa de lire ce genre de choses, parce que c'est vrai que la Romantessi, moi c'est quelque chose que je lis pas spécialement. Pour ce challenge là, il y a 10 catégories différentes. Donc je vais vous montrer. J'avais fait ma palle, donc pour ceux que ça intéresse de voir quel livre j'avais choisi à quelle catégorie, je vous mettrai le petit juste en haut. On se retrouve maintenant pour voir le bilan. Donc est-ce que j'ai réussi à lire tous mes livres que j'avais mis dans les catégories? Donc c'est parti pour la vidéo. Reprendre la vidéo que j'avais faite parce que je me rappelle plus. Catégorie numéro 1, c'était Enemies to Lovers et j'avais pris Enchantment of Raven. Les premiers, je crois, ça devait être ma deuxième ou troisième lecture. Enchantment of Raven nous emmène dans un monde de fantaisie. Dans un monde de fantaisie où les humains sont un petit peu effrayés des grands faées. Donc les grands faées, c'est des êtres supérieurs qui sont immortels, qui peuvent créer des illusions. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Isobel, qui a un énorme talent grâce à ses peintures et surtout notamment à ses portraits. Et elle fait beaucoup de portraits des faées. Et un jour, il y a un grand faé de l'automne qui va venir chez elle et qui va lui demander de faire un portrait. Donc ils vont passer au moins à peu près une semaine pour qu'elle finisse le portrait de ce grand faé. Le moment où il va partir, le seigneur des grands faés de l'automne va revenir très en colère et lui annonce qu'elle a fait une énorme faute dans son portrait et que du coup, il doit l'emmener comparaître devant la cour des grands faés pour répondre de ses erreurs. On va suivre ces deux personnages, donc du coup Isobel avec le grand faé. En route bien évidemment, il va y avoir quelques petites galères à droite à gauche. Ce livre-là, j'ai mis 3 étoiles, je crois, 3 ou 4 étoiles, je vais regarder, je sais plus. Ouais, Enchantment of Raven, je l'ai vraiment lu il y a longtemps. Ouais, j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que l'histoire était sympa. J'ai adoré la façon dont Margaret Rogerson décrivait les failles. Vraiment, parfois j'étais dégoûtée. Il y avait des situations, c'était vraiment dégoûtant et c'était super bien décrit. On peut vraiment s'imprégner en fait du livre, j'avais l'impression d'y être. Vachement dans un univers automnal vu qu'on suit le grand faé de l'automne. Et j'avais l'impression de sentir l'automne parfois tellement c'était bien décrit. Donc ça c'était super cool pour s'immerger dans le monde de fantasy qui était simple à comprendre. C'était pas difficile, c'était pas casse-tête, donc ça c'était super cool. Mais c'est vrai que au-delà de ça, j'ai pas été plus entraînée que ça par l'histoire. La romance, elle était mignonne, mais j'étais pas non plus là à couiner dans tous les sens dès qu'ils étaient ensemble. L'ensemble, c'était sympa, je vous conseille, parce que c'est une lecture super agréable, qui se lit super vite. One shot, ça se lit super rapidement, donc franchement, pour les novices de la Romantessi, je vous conseille vraiment beaucoup, parce que c'est super simple à comprendre et ça se lit super vite. Numéro 2, c'était Créatures surnaturelles, et j'ai mis Les voleurs de fumée. Alors, c'est la saga qui a commencé, donc c'est une trilogie. Alors du coup, Les voleurs de fumée, on va suivre 5 personnages différents dans un monde de fantasy qui est assez large. On va suivre une princesse, un chevalier, un voleur, une traîtresse et une chasseuse. Et, ces 5 personnages-là ont chacun donc leur histoire. Au début, ils ne se connaissent pas spécialement tous entre eux. Ce monde de fantasy-là où il y a des démons. Et quand on tue ces démons-là, il y a de la fumée qui sort de leur corps. Et il y a des gens qui prennent cette fumée-là pour en fait les revendre parce que cette fumée-là en fait drogue tout simplement, elle fait des effets incroyables sur le corps et du coup cette fumée-là, il y a des chasseurs du coup qui la prennent et qui vont la revendre, mais c'est bien sûr illégal. Du coup je vais pas vous en dire plus parce que faut découvrir vraiment sur tout le long de la trilogie, faut découvrir ce qui va se passer, mais ce qui est trop bien avec ce livre du coup c'est qu'il y a 5 personnages, donc du coup 5 points de vue différents et que du coup ça se lit vraiment tellement facilement, c'est trop bien. Les chapitres, ils sont courts. Le fait qu'il y ait 5 personnages, en fait, à chaque fois, ça se termine sur un personnage et il est dans une galère où on a trop envie de savoir la suite. Et du coup, on lit l'autre personnage. Du coup, on continue de lire pour avoir la suite de cette histoire-là du personnage. Mais entre-temps, les autres personnages aussi, ils ont des histoires trop bien. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un cercle vicieux. Et du coup, ça se lit super vite. Et c'était trop bien. J'ai vraiment trop aimé ce premier tome. J'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai adoré surtout
certains personnages, notamment la relation entre Tash et Gravel. Et j'ai adoré aussi parce qu'il y a deux personnages, notamment Idéon et Marche. C'est des personnages qui ramènent beaucoup de joie et un peu d'humour au tome, et du coup ça allège vachement la lecture. Tout le long du livre, dès le début du livre, il y a quelque chose qui se passe et il y a l'intrigue directement qui se met en place, et on sait pas ce que c'est. En fait, à la fin du livre, on comprend en fait les petites manigances, et du coup on voit qu'il y a des clans qui commencent à se former et on n'a qu'une envie, c'est d'enchaîner avec le tome 2. Du coup c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que là, j'ai triché un peu parce que j'ai remplacé des livres par d'autres livres, notamment Le Monde des Démons. Je sais plus dans quelle catégorie c'était, mais je l'ai remplacé par un autre livre. Voleur de fumée, le tome 2, je l'ai remplacé par Le Prince Cruel. Et je crois que Le Prince Cruel, j'avais mis dans la catégorie femme badass. Badass parce que dans ce livre-là, vraiment, on suit le personnage de Catherine et de Tash. Et franchement, c'est deux meufs. Elles sont trop stylées, du coup je me suis dit que ça rentrerait bien dans la catégorie, et puis vu que j'étais à fond dans le tome 1, je voulais directement enchaîner avec le tome 2, donc du coup j'ai remplacé. Tome 2, on reprend directement après le tome 1 des voleurs de fumée. Il n'y a pas une ellipse de 5 ans ou de je sais pas, de quelques mois, c'est vraiment, on reprend là où on s'est arrêté, et ça commence très très fort, ils sont vraiment dans le feu de l'action. Mais c'est le tome de la trilogie que j'ai moins aimé, j'ai mis 3 étoiles sur 5. L'intrigue se poursuit, on voit un petit peu plus ce qui se passe. Pour des démons, vu que ça s'appelle Le Monde des Démons, nos protagonistes vont se retrouver vraiment au cœur de ce monde des démons-là et vont un petit peu comprendre plus ce qui se passe avec les démons. Mais j'ai eu un problème avec ce tome-là, c'est que je trouvais que les relations de certains personnages certes qui se connaissent pas depuis très longtemps, tout le monde est ensemble, et à un moment donné il y a deux personnes qui se retrouvent à l'écart, et après ça il y a deux autres personnes qui se retrouvent à l'écart, et le groupe est là en mode ah bah c'est triste mais il est sûrement mort, on continue. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment, il y avait pas de lien, enfin ils sont attachés entre guillemets certains entre eux, mais je veux dire, enfin il n'y a pas plus la psychologie derrière, faut qu'on aille essayer de les sauver, peut-être qu'ils sont en danger, là un petit peu en mode tout le monde s'en fiche des autres en fait. Certains, bon bien sûr il y a des duos ou des trios, donc c'est fait exprès qu'on soit attaché à eux, mais ouais, sinon plus globalement il y avait, enfin j'ai trouvé qu'il y avait des trucs, c'était pas très humain, mais après on est forcément dans un monde de guerre, dans le tome 2 il y a un petit peu plus de violence, c'est quand même ce côté-là un petit peu humain que j'ai perdu dans ce tome 2 là. Mais sinon, il y a toujours un duo, il y a toujours un duo que j'aime trop dedans, vraiment, c'est mes deux bébés. Ils se fourrent, vous allez voir, c'est Idéon et Marche, ils se fourrent toujours dans des galères, c'est vraiment les deux. Ils essayent toujours de faire des trucs bien, mais ils sont toujours en galère, et c'est ça aussi qu'allergie énormément ce livre, et du coup j'aime trop, parce qu'il y a de l'humour, ils nous font rire, et même si parfois c'est vraiment des grosses galères, il y a toujours ce côté humour avec surtout Idéon. C'est un personnage que j'ai adoré parce que, à mon sens, c'était lui le plus humain parce qu'il avait vraiment ce côté-là. Enfin, il était pas là, je suis super fort, je vais tuer tout le monde. Non, il avait vraiment ce côté humain-là. Il avait peur et il faisait des boulettes. Et du coup, ça le rendait encore plus humain. Et je l'ai adoré, ce personnage-là. Et il y a aussi un autre personnage que j'ai adoré, c'est Tash. Du coup aussi dans le tome 1 je l'avais adoré, c'est vraiment, elle a 13 ans mais elle est tellement badass, je vous jure, j'ai jamais vu ça, et souvent j'oubliais qu'elle avait 13 ans, elle fait des trucs de fou, elle est vraiment trop cool, et ça me faisait rire parce qu'il y a des intrigues. Quand c'était le tour de Catherine et Ambrose, parce qu'en fait les chapitres sont comme ça, donc on voit le nom des protagonistes, et du coup on sait quelle histoire on suit. Et c'est trop bien parce que vraiment on ne perd pas du tout dans le livre, c'est super facile à comprendre. Du coup, Catherine et Ambrose, quand c'était leur tour parfois, c'était les moments que j'aimais le moins, c'était mes deux protagonistes que j'aimais le moins. Notamment Ambrose dans ce tome 2 là, il m'a agacée pour ceux qui l'ont lu. À un moment donné, il fait une déclaration d'amour, mais c'était la pire déclaration d'amour au monde. Je saurais plus où c'était, mais vraiment, c'était... Enfin, on était dans un moment de guerre et il pensait que à savoir si Bidule l'aime ou pas. Et à un moment donné, il fait une déclaration d'amour et je sais plus ce qu'il dit. Il dit malgré que tu sois une calculatrice, je t'aime, ou un truc comme ça. Et enfin, je me suis dit, mais enfin... Le mec la clash et après il lui dit je t'aime. Enfin, il m'a un peu gonflé dans ce tome-là. Catherine aussi, elle est trop stylée, franchement. Elle s'en sort toujours, elle est super forte. Mais ouais, c'est le personnage que j'ai le moins aimé, je pense, des 5. Là, c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression qu'il manquait des bouts au livre. J'avais l'impression, je me suis dit, bah l'autrice, elle avait plus envie d'écrire. J'avais vraiment l'impression qu'il me manquait des bouts. Ou parfois, il y a des personnages qui étaient à deux.
Et il y en a un, d'un coup, il fait sa vie, il s'endort tout seul, et l'autre, on sait pas où est-ce qu'il dort, où il est, ce qu'il fait. Enfin, c'est comme s'il n'existait plus, et enfin, ouais, je sais pas, parfois, j'avais vraiment l'impression qu'on s'était un peu du coq à l'âne. Ça m'a quand même surprise 2-3 fois à me dire, bah attends, l'autre, il était pas avec lui. En fait, si, il était avec lui, sauf qu'on ne l'a pas du tout. Enfin, il y a une scène, à un moment donné, il y en a un qui se fait kidnapper, et il y a un protagoniste qui est censé être là, et on le voit pas du tout agir dans la scène. Enfin, c'était super bizarre. Pour ça, j'ai mis un 3/5 parce que c'était sympa, mais c'est vraiment pas le meilleur de la saga. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, je me suis dit, Paloma, tu veux savoir la suite? Du coup, j'ai enchaîné, j'ai mis 4 étoiles sur 5, je l'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Et du coup, celui-là, je l'ai remplacé par... C'est par Dark Rise. Dans tous les cas, Dark Rise, si vous avez vu, je comptais pas le lire parce que c'est une trilogie où j'attends les 2 autres tomes qui sortent pour pouvoir tout lire d'un coup. Mais je l'avais mis quand même. Et la catégorie où il y a une carte dans le livre. Attendez, je vais vous montrer, pour vous montrer que je ne triche pas. Il y a bien une carte dans ce livre-là. Du coup, bah, je l'ai remplacé par ce tome 3. Et du coup, ce tome 3, pareil, c'est trop bien. Ça suit vraiment, ça a vraiment une continuité logique avec les 2 tomes d'avant. Vraiment au cœur au cœur de la guerre, au cœur de l'action, vraiment les complots, les liens se font, se défont, et c'était super bien. Ce tome-là, le 3e tome était plus gore, vraiment, mais rien d'horrible non plus, c'est du young adulte, donc c'est assez accessible, mais c'est vrai que des 3, c'était lui le plus gore. Ça m'a terrorisée parce que le grand méchant de ce tome 3, il a 14 ans, et vraiment, c'était vraiment un fou furieux. Ouais, je trouve que la fin... elle était un petit peu facile pour moi. Il y a plein de situations où j'avais pas peur pour une protagoniste parce que je savais qu'il y allait avoir un miracle, Pierre-Paul Jacques, qui allait sortir de nulle part pour l'aider. Vraiment, la fin de la guerre, elle s'est conclue en 3 pages. Enfin, c'était super simple, c'était une fin assez facile. Autre chose aussi que je veux parler dans ce tome, il y a un triangle amoureux, en fait, tout au long de la saga. Enfin, un triangle amoureux, c'est un peu... il y a une jeune fille qui sait pas trop si elle veut aller à droite ou à gauche. On se demande, mais mon Dieu, qui elle va choisir? À la fin, je veux pas spoil, mais à la fin, elle a fait son choix. Et je vous promets que quand elle a choisi, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis sûre qu'elle fait ça pour un stratagème, il y a un truc qui va se passer, à la fin, elle va changer d'avis. Enfin, vraiment, quand elle a donné son choix final sur la personne avec qui elle allait vraiment aimer et avec qui elle allait faire sa vie, je me suis dit c'est pas possible parce que vraiment la romance elle était pas bien faite sur ce coup-là. Pour que je me dise ça, j'ai pas compris en fait. Enfin, je comprends, mais pour moi c'était pas logique. Enfin, c'est un peu sorti de nulle part et je me suis dit mais attends, enfin l'autrice nous fait une blague et je pense vraiment que sur ce coup-là, l'autrice a vraiment choisi le coup de la facilité en mettant ce personnage-là avec cet autre personnage-là parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'alchimie, mais notamment, enfin, les 2 jeunes hommes entre qui elle balançait, les 2, je les ai beaucoup aimés. Ambrose, il s'est vachement rattrapé dans ce tome 3. Et il y avait un autre protagoniste que j'appelle Tisane, parce que je sais pas comment on dit, enfin, c'était entre Ambrose et Tisane. Et les 2, je les adorais vraiment, mais le choix qu'elle a fait, là, je me suis dit, ah, ok. Globalement, franchement, c'était une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Je la conseille énormément. Elle est super accessible, donc je vous la conseille à 1000%. Du coup, là, ça me fait déjà 4 lectures. Graphiques. Il y a les graphiques. Du coup, j'avais dit dans la précédente vidéo que graphique, j'ai absolument pas de graphique romantasy. Du coup, bah, j'ai réussi à remplir toutes mes cases, sauf celle-là, parce que j'avais vraiment rien, donc j'allais pas inventer le manga ou le graphique, donc du coup, bah, j'ai pas lu. Là, maintenant, la catégorie, c'est personnage ou auteur, autrice de couleur, et j'avais choisi Gods of Men's, parce que j'avais vu que la protagoniste, elle avait le teint allé. Gods of Men, je crois que c'est... Attendez, je galère. Gods of Men's, je pense, enfin, je suis sûre même, que c'est l'histoire que j'ai le moins aimée de tous les livres que j'ai lus. M'expliquer après, je vais d'abord vous raconter l'histoire. Donc du coup, on est là dans un monde de fantasy où la magie est interdite. Un jour, Sable, 9 ans, va être dans son château et elle va faire de la flûte. Et sans faire exprès, elle va endormir toute la cour avec la flûte parce qu'en fait, ça va faire de la magie, mais elle était pas au courant de ses pouvoirs. Et sans faire exprès, elle va tuer sa petite sœur. Et du coup, elle va devoir s'enfuir dans les Landes, je crois que c'était ça. Enfin, elle va devoir s'enfuir dans des contrées lointaines pour pas être jugée et puis crainte. Elle va s'enfuir et elle va passer la plupart de sa vie exilée jusqu'à ses 19 ans, je crois.
Sauf que un jour, quelqu'un va avoir pour mission de la retrouver et de la traquer pour la ramener à un autre prince qui a besoin d'elle pour sauver son père. La rencontre de ce personnage qui est assez sympathique. J'ai eu un problème avec ce livre, c'est que j'étais perdue. Je vous promets, tout le long du livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Les prénoms étaient trop difficiles à lire. Il y avait trop de personnages. En fait, on n'avait pas le temps de faire la rencontre d'un personnage, qu'il y en avait un autre, et un autre, et un autre. Et en fait, on a bourrage de crâne dès le début. Le monde de fantasy était beaucoup trop vaste et ça prenait pas le temps de bien expliquer. Franchement, pas. Parfois, il y avait des créatures, je me disais, mais attends, c'est quoi ça déjà? À quoi ça ressemble? Parce que il y avait eu tellement d'informations que mon cerveau avait pas le temps d'assimiler le truc et vraiment, j'étais trop perdue. Vraiment, c'est tiens, je te donne de l'info et débrouille-toi avec ça. C'était vraiment donner de l'info pour donner de l'info. Et je vous promets que c'était trop difficile. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui est bête ou pas? Et du coup, j'ai regardé d'autres reviews sur TikTok ou YouTube. Et non, il y a vraiment plein d'autres personnes qui trouvaient que le monde de fantasy était vraiment trop difficile à comprendre et qu'on a du mal à s'y mettre. Moi, j'ai vraiment pris plus de 200 pages avant d'à peu près apprécier l'histoire. Et franchement, je me suis pas du tout attachée au monde de fantasy. J'ai trouvé que c'était trop difficile pour rien. La romance... Je l'ai pas trouvé. Je me suis pas plus attachée que ça à la romance. Vraiment, je crois que c'est le plus gros problème de tous mes livres. La plupart des livres, je les ai bien aimés, mais la romance, c'est pas ce que j'ai kiffé alors que c'est le but du truc. Mais ouais, là, franchement, le monde de toute façon de fantasy était vraiment, je vous promets, c'était vraiment trop difficile à comprendre. C'est une trilogie et j'achèterai vraiment pas les autres tomes parce que ça se finit. Enfin, j'ai lu la 4e de couverture du tome 2 pour voir, et même la 4e de couverture, il y avait des noms et tout, enfin, je comprenais pas, je me suis dit, je vais laisser tomber là avec cette trilogie. De toute façon, j'étais vraiment pas embarquée par le monde, donc je me suis dit, laisse tomber. Donc voilà, j'étais un peu déçue parce que vraiment, la 4e de couverture me donnait trop envie, j'aimais trop ce côté-là il y a quelqu'un qui est embauché pour la traquer, etc. Je me suis dit, il va y avoir un petit ennemi to lover aussi, enfin... Ouais, non, j'ai vraiment pas accroché, mais je sais après qu'il y a eu des super bons commentaires, mais moi, ça m'a vraiment pas prise. Enfin, j'ai vraiment eu du mal. Un peu déçue. Je passe à la catégorie LGBTQ+. J'avais choisi Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune. J'ai adoré cette lecture, c'était très sympa. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Dans ce livre-là, on suit l'histoire de Wallace Price, un homme qui est pas très commode. On va très vite se rendre compte qu'il est pas très gentil. Un jour, il va malheureusement mourir et une faucheuse va venir le chercher et qui va l'emmener dans un salon de thé où il va faire la rencontre de Hugo qui est le propriétaire de ce salon de thé. Du coup, on va suivre cette petite histoire d'amour entre Hugo et Wallace. Hugo va être là pour Wallace pour en fait tout simplement que Wallace fasse son propre deuil, un petit peu revenir sur sa vie, sur les choses qu'il a faites, les choses qu'il aurait pu faire autrement, qu'il regrette, mais dans tous les cas c'est trop tard, mais que maintenant dans sa mort il puisse en fait se pardonner. C'est un livre qui était très sympa, très doux, ça se lit encore de manière super simple. À chaque fois je lis ça, mais vraiment les écritures j'aime trop. Surtout celle de T.J. Klune, en fait, ça se lit, c'est très poétique, il y a des phrases courtes parfois, et du coup, ça se lit très vite. Et c'est un livre, vous allez voir, il n'y a pas énormément d'action, il n'y a pas des histoires de complot, de tueries, de meurtres, à droite, à gauche. C'est vraiment une histoire douce, et j'aime trop, en fait, parce qu'on prend un sujet qui est très difficile. On va pas dédramatiser la chose, mais on va un petit peu l'alléger et se rendre compte que la mort, ça peut aussi être un commencement de quelque chose, et que derrière la mort, il peut y avoir quelque chose d'autre. À vivre en fait tout simplement, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ce que j'aime trop en fait dans le livre de T.J. Klune, c'est que les relations entre les personnages, elles sont trop mignonnes, on s'attache en fait. Voilà, il va faire la rencontre de 2 autres personnes en fait dans ce salon de thé, et toutes les relations entre chaque personnage, elle est trop bien faite, et c'est ça que j'aime trop, c'est vraiment des histoires pleines d'humanité en fait. C'est comme ce que j'ai adoré en fait dans La maison au milieu de la mer Cyrilienne, un coup de cœur, s'il vous plaît, lisez ce livre. C'est un livre qui prône l'acceptance des autres, c'est vraiment un livre trop bien, qui est doux et qui fait du bien au moral. Et là, pareil, genre les relations entre tous les personnages, elles sont trop bien écrites. Et j'ai vraiment aimé. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que dans la 4e de couverture, on nous dit que c'est un personnage, que c'est pas un personnage sympathique. J'aurais bien aimé qu'au début, on aime vraiment pas Wallace, parce qu'en fait moi j'ai pas eu le temps de pas l'aimer ce personnage, parce que on rentre très vite dans le vif du sujet en fait. Dès le premier tome il meurt,
Et j'aurais bien aimé un petit peu plus voir ce côté ronchon, même si on comprend en fait très rapidement la psychologie de ce personnage, comment il est. J'aurais aimé vraiment ne pas l'aimer et me dire « Ah non, lui !» Mais après, bon, c'était pas le plot qu'on déteste ce personnage. En fait, ça allait très très vite et j'aime bien parce qu'il y avait vraiment des dialogues, c'était trop beau. Vraiment, je sais plus pourquoi j'ai mis une petite post-it. Mais c'était vraiment trop chou. En plus, il y a un petit chien dedans, genre trop mignon. Non, franchement, c'était super bien. Je vous conseille vraiment, ça fait aussi se poser des questions parfois sur soi-même, des choses dans la vie qu'on essaye de changer, s'il y a des choses qu'on regrette, qu'on peut essayer toujours de changer maintenant qu'on est là encore. Et voilà. Et franchement, ouais, c'était vraiment un beau message qui est passé et c'était une très très bonne lecture. Catégorie, un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Donc j'ai pris traduit de l'anglais parce que je lis pas en anglais. J'ai peur d'acheter et de pas comprendre. Même si je pense que je pourrais me débrouiller, mais voilà, j'ai trop peur d'acheter, de mettre 20 balles et de rien comprendre à l'histoire, donc je reste en français. Mais du coup, pour cette catégorie-là, j'ai pris Thurs et ça aurait très bien pu rentrer dans la catégorie LGBTQ+, parce que il va y avoir une histoire d'amour entre deux hommes. Dans un monde un petit peu dystopique en reste, c'est pas vraiment de la fantaisie, je me suis rendu compte, c'est plus une dystopie où on est dans notre monde actuel, sauf qu'il y a un petit twist. C'est que depuis quelques temps, il y a ce qu'on appelle des Oula, je me rappelle plus. Lui, c'est le premier, je crois que j'ai lu, ou le deuxième, du coup, ça date. Des humanitariens. Donc, en fait, c'est tout simplement, il y a des humains qui peuvent se transformer en panthère, en lion, en tigre. Enfin, on va suivre le personnage de Dexter qui a fait un témoignage qui le met clairement dès le début dans la sauce. Le personnage, on voit, il est pas bien, il est détesté de tous, ses collègues le détestent et en fait, il travaille dans la police et il va se faire virer. Il va plus être policier, mais il va faire partie de l'équipe du coup Thurs qui est en entier c'est section défense, reconnaissance, intelligence humain. Enfin, en gros, c'est la police, mais pour les humanotériens. Faire la connaissance de son équipe et aussi de Sloane. Donc du coup, on va suivre un petit peu l'histoire des deux. Je crois que j'ai mis 3 étoiles sur 5. Attendez, je vais regarder. J'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que c'était bien la petite intrigue policière. Enfin, du coup, pas policière, mais Thurs, elle était sympa. Mais sans plus. Je sais pas si... Je pense pas que je vais acheter les autres tomes, mais je pense que je vais les télécharger sur ma liseuse pour voir, parce que ouais, j'aimais bien, j'ai envie de savoir la suite, mais j'ai pas été plus emballée que ça, donc voilà. Mais j'ai envie de lire d'autres livres de Charlie Cochet, parce que j'ai vu qu'elle a fait plein de sagas, et du coup ça m'intéresse, donc je verrai un petit peu, je pense que je me lancerai dans une autre saga de cette autrice. Il nous en reste plus que 2. On termine avec vraiment les 2 meilleurs. La catégorie suivante, c'est un favori de votre booktubeuse favorite ou booktubeur favori. Et j'avais choisi Un palais d'épines et de roses. Et c'est un livre qui était dans ma palle maudite aussi, comme Thurs d'ailleurs. Et je disais que je vous avais pas le commencer parce que on m'avait dit que le tome 1 était pas bien, je sais pas quoi. J'ai adoré. Je me suis menti, on m'a fait mentir en disant que je pense que j'allais pas aimer, parce que franchement, c'est, je pense, mon livre favori. Enfin, le prochain, c'est mon livre favori, mais je vais pas vous dire pour l'instant c'est lequel, mais il fait partie de mes lectures favorites de ce challenge Romantasy. J'ai trop aimé. Là, c'est l'histoire, bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu maintenant à Cotard, mais c'est l'histoire de Feyre, qui vit en fait un peu dans la misère avec ses 2 sœurs, Elaine, Nesta et son père. Et ces 3 personnages, on se rend compte dès le début que bon, ils servent pas vraiment à la survie de la famille, c'est vraiment Feyre qui nourrit toute la famille, et en fait, on perd pas de temps, c'est trop bien parce que le monde de fantasy arrive super vite, parce qu'on voit Feyre, elle est dans la forêt et elle va tuer un loup. Et peu de temps après, il y a quelqu'un qui va venir la chercher dans sa chaumière, parce qu'en fait, le loup qu'elle a tué, c'était pas un simple loup, c'était Faye. Et du coup, on va venir la capturer pour ça. Et il y a la phrase, parce qu'en fait, c'est un retelling, le tome 1 de La Belle et la Bête, une vie pour une autre. Et du coup, Feyre va être obligée de suivre... au début, la personne qui vient le chercher, elle est sous forme de loup, donc il est là... Le gars, il vient, il fait gra gra, il grogne. Enfin, moi, tu viens, tu me grognes dessus, je pars en courant. Je te suis nulle part. Mais du coup, il veut pas la tuer au début. Il lui dit, non, tu vas venir dans mon château avec moi et tu vas rester là-bas toute ta vie avec moi parce que t'as tué mon copain. Bref, du coup, Feyre, elle le suit. Au début, on a juste les bases où on voit que Nesta et Elaine, elles servent à rien. Et j'avais vu plein de gens dire, ah, je déteste Nesta, nanana.
Moi, je l'ai jamais pas aimé. Enfin, c'est vrai qu'elle abuse de fou, mais on voit très vite l'évolution un peu de ce personnage rien que dans le tome 1, et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle nous réserve, Nesta. Du coup, dans ce monde de fantasy où Feyre, elle va découvrir en fait comment vivent les grands faées, et elle va se retrouver dans la cour du printemps. Donc du coup, c'est Tamlin en fait, c'est le grand faée de la cour du printemps, et elle va un petit peu découvrir ce qui se passe dans ce royaume. C'était trop bien parce que les paysages sont trop bien décrits. Vraiment, j'avais l'impression, je lisais, je regardais un film. C'était tellement bien décrit que je visualisais parfaitement les images et c'était trop beau. C'était trop joli, vraiment. Ce livre m'a fait rêver. C'était vraiment trop beau. Le long, Feyre, elle sait qu'il y a une malédiction chelou sur ce royaume parce qu'en fait, tous les gardes, enfin tous les gens, le peu de gens qui restent dans le château, ils ont tous un masque qu'ils ne peuvent pas enlever. Et très vite, Tamlin va lui expliquer qu'il y a une malédiction, etc. Et en fait, tout le long, il va y avoir ce truc de, on sait qu'il y a un truc chelou avec ce royaume, mais on sait pas quoi. Et ça, bon, évidemment, c'est un peu chiant. Là, du coup, romance. Et je vais pas mytho. Moi, j'avais bien aimé la romance. C'est vrai que c'était pas non plus la folie. Je queenais pas dès que je les voyais ensemble, mais c'était une romance qui était plutôt sympa. Je dis ça parce que j'ai lu la suite, et bon, il y a mon avis qui a un peu changé maintenant par rapport à cette romance-là, mais je parle vraiment comme si j'avais lu que ce tome 1-là, et c'est vraiment mes ressentis. J'avais bien aimé la romance au début, et Lucien, j'avais trop kiffé, malgré que ça soit un peu un misogyne hein, quand même. Hein. Mais Lucien, je l'aime trop, et je pense que c'est un personnage dans le futur que je vis. Je veux trop, en fait, savoir sa vie. Il m'intéresse trop. J'espère que dans la suite, on va plus parler de ce personnage-là, parce que Lucien, vraiment, je l'ai trop kiffé. Je sais qu'il a le cul un peu, à la fin, on voit, il a le cul un peu entre deux chaises. Du coup, tout le long du livre, elle est là avec Tamlin et Lucien. Ils sont vraiment tous les trois dans ce château. Il y a des trucs chelous. Et à la fin, tout le monde disait oh, la fin du tome, elle est incroyable. Je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de ce tome? Et les gars, j'ai hurlé à chaque page. Je crois que j'ai mis un post-it pour voir à partir de quel moment c'était insane. Ouais, c'était à partir de là. Mais bref, à partir de ce post-it-là, the struggle is real. Ouais, à partir du chapitre 34, bon, c'est un peu loin, mais vraiment toute cette fin-là, tout le reste du livre est trop bien. On s'ennuie jamais, ça se lit super vite, encore une fois. Mais tout là, c'est vraiment du hurlage, du pétage de câble. C'était incroyable. En plus, on fait la connaissance d'un personnage qui s'appelle Rhysand. Lui, dès que je l'ai arrivé, je me suis dit, lui, je sais que je vais le kiffer. C'est un personnage qui va être trop intéressant. Et j'avais raison. Effectivement, à la fin, en fait, c'est trop bien parce qu'on comprend enfin la malédiction, en fait, qui pèse sur la cour du printemps. On comprend ce que Feyre doit faire. Et en fait, à la fin, il y a des épreuves et tout. Enfin, Feyre, elle gère vraiment. Elle est trop forte. Et peut-être un peu trop forte, d'ailleurs, parce que c'est une humaine. Et tout le long, du début à la fin, elle est trop badass. Et je me dis, bah, elle est peut-être un peu trop badass, quoi. Ça reste une humaine, faut doser parfois. Elle doit faire des épreuves et tout, et elle est trop forte. Une fois, c'était trop bien décrit parce qu'il y a des scènes, mais c'était trop dégoûtant. Genre, elle se retrouve dans de la boue qui pue. Enfin, vraiment, je me croyais, j'avais l'impression d'être avec elle, et vraiment, carrément, je pouvais sentir les odeurs. Enfin, c'était trop bien décrit, et j'étais trop à fond à la fin. Le livre était incroyable, mais les dernières pages, elles étaient folles. Juste un truc à la fin que j'ai pas aimé. Genre, je me suis dit, je vais juste dire, elle est humaine. J'aime le fait qu'elle soit humaine. Et à la fin, on m'a cassé mon délire, et j'étais là en mode, bon, j'avais pas envie que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Et au final, dans le tome 2, ça m'a pas plus dérangé, ce petit twist à la fin sur Feyre. Trop bonne lecture. Et en fait, à la fin de ma lecture, j'ai mis 5 étoiles. J'étais trop à fond, et après, à coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas un 5, j'ai mis 4. Enfin, parce que pareil, la romance, elle était bien, mais elle était pas folle. Et puis j'ai mis 4 aussi parce que je savais que la suite, ça allait être des 5. C'était trop bien. Ça fait plus d'1 an que je suis dans ma bibliothèque. Genre, qu'est-ce que j'ai attendu? Ce qui m'amène à l'autre catégorie, parce que j'ai lu directement c'est le tome 2. Toutes mes petites post-it, tous les post-it bleus, c'est les petites romances qui m'ont fait couiner. Il y en avait énormément. Et du coup, je l'ai remplacé par quoi, celui-là? Je l'ai remplacé par A Forgery of Roses, et je crois que c'était dans la catégorie belle couverture. C'était ça. Oula. Ma voix. Ça rentre dans belle couverture, et la couverture, elle est trop belle, donc je me suis dit, let's go. Et vraiment, ce tome 2, les gars, était incroyable. Genre vraiment,
cette saga, j'ai queené tout le long du livre. C'était trop bien. Après, c'est difficile d'en parler sans spoiler. Ce tome 2 là, la romance était tout simplement incroyable. En fait, là, on va suivre Feyre, parce que dans le tome 1, elle va faire un pacte avec un personnage au début. Donc, elle est avec Rhysand, elle se retrouve avec Rhysand, et l'autrice, elle a essayé de faire un Enemies to Lovers. Parce qu'en fait, au début, Feyre, elle est là, elle déteste Rhysand, elle déteste ce personnage-là. Même elle, ça se voit qu'elle sait pas pourquoi elle l'aime pas, elle est là en mode oui, t'es méchant, nanana, mais enfin, tout ce qu'il a fait pour elle, vraiment, je vous promets. Donc, du coup, c'était un petit peu un Enemies to Lovers qui a été fait vite fait en vrai. Mais c'était trop bien, je vous promets. Je vais pas en dire plus, mais vraiment, ce tome 2 était fou, furieux. On s'ennuie jamais, vraiment, on s'ennuie jamais. Là, on voit un petit peu les trucs qui se fait en place, et le tome 3 va être fou, vraiment, le tome 3 va être fou. Directement, le lendemain, je suis allée chez Cultura, je me suis acheté le tome 3, je vais le lire bientôt. Mais il se passe trop de trucs, on en apprend encore un peu plus sur ce monde, parce que bien sûr le monde s'arrête pas au cours du printemps. Il y a la cour du cauchemar, la cour de la nuit, la cour de l'automne, la cour de l'hiver. Enfin, regardez la carte aussi, là à la fin, au début on voit la carte, elle est bien expliquée, donc c'est cool. Et non, franchement, ce tome 2 était trop bien. En plus, on voit un peu plus Nesta et Elaine. Et vu que je veux trop voir l'évolution de Nesta, j'étais trop contente de la revoir. Fait à la découverte d'autres personnages que j'ai adorés. Vraiment. Et pourtant, c'est rare quand il y a beaucoup de personnages que j'aime, parce que c'est difficile, je trouve, quand il y a beaucoup de personnages, d'avoir une utilité, que tout le monde ait une utilité. Mais franchement, tous les personnages m'intéressent. Je veux savoir l'histoire de tout le monde. Je suis trop curieuse. Tout le monde, je veux avoir leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, comment... Je veux tout savoir. Tout savoir de chaque personnage. Ils ont l'air tous trop intéressants, parce que du coup, Feyre... Regardez ce que j'ai fait. C'est la première fois de ma vie que je souligne dans un livre, et j'ai même pas pris de règle, j'ai vraiment souligné à la vas-y. Bref, que là, Feyre, en fait, elle va se retrouver dans la cour de... Attendez, c'est quoi ? La cour de la nuit, et pareil, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est tellement bien écrit, je veux aller là-bas, genre c'est trop beau. Et ouais, du coup, Feyre, en fait, elle va découvrir toute cette cour et tous ces nouveaux personnages. Et tous les personnages sont incroyables, vraiment. Et les liens qu'il y a entre tous les personnages sont trop bien faits. Moi, j'aime trop quand il y a des amitiés fortes entre les personnages. Et là, c'est trop bien fait. Et franchement, la romance dans ce tome 2, elle surpasse tellement la romance du tome 1. La romance, elle est trop bien faite. Il y a des histoires d'âmes sœurs et tout, j'aime trop. Et encore une fois, la fin de ce tome 2, mais l'autrice, Sarah J. Maas, elle mise tout sur la fin à chaque fois. Enfin, dans ce tome 2 là, franchement, on a appris plein de trucs et tout. Tout le long, il y avait vraiment des trucs trop intéressants. Mais à la fin, à chaque fois, t'es là en mode, mais tu veux la suite. Et à la fin, oh là là, rien que tu... À la fin, il s'est passé trop de dingueries, vraiment. Et encore une fois, il y a un truc à la fin que j'ai pas trop aimé. Sans spoil, je peux pas trop dire, mais il y a des trucs en mode tout le monde est âme sœur de tout le monde. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Et à part ça, franchement, c'était une lecture, ma meilleure lecture. C'était trop bien. Et là, j'ai trop hâte je me suis acheté le tome 3 du coup. J'ai trop hâte de lire la suite. Et de lire aussi, parce que je sais qu'il y a un tome sur Nesta. Et Nesta, je sais pas pourquoi, mais dès le début, c'est un personnage. J'ai trop hâte de lire, en fait, son livre. Là, les deux là, j'ai trop kiffé, et j'ai trop hâte de lire toute la saga. J'avais besoin de parler, parce que vraiment, j'avais que des bons avis quasiment sur tous les livres. J'ai adoré faire ce challenge Romantasy. J'ai déjà trop hâte d'être à l'année prochaine pour refaire, en fait, en espérant qu'il y ait un challenge Romantasy 2024. Je pense que oui. J'ai réussi le challenge, j'ai lu 9 livres sur 10. Si j'avais eu un graphique, j'aurais lu le graphique, mais je l'ai pas eu, donc je m'estime avoir réussi le challenge, même si, bon, j'ai un peu remplacé 3 livres par d'autres livres. J'ai un peu triché, mais c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Et non, franchement, c'était trop bien. Mais là, j'ai vraiment... que de la romantasy, vraiment, je faisais pas de coupure, et j'ai hâte, là, je vais me lire un contemporain, un truc bien simple, pas prise de tête, un bon contemporain, parce que vraiment j'en ai bouffé de la romantasy là, et c'était le but, et c'était trop bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait le challenge, si vous l'avez réussi. Dites-moi aussi s'il y a des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, et puis voilà, j'adore débattre avec vous dans ma vidéo précédente, je suis trop contente.
Parce que j'ai vu quelqu'un qui a parlé de Prince Captif et qui m'a dit, un message trop chou en plus, qui m'a dit « Ah, de voir ton enthousiasme, ça me donne encore plus envie de lire Prince Captif. » Et vous savez, Prince Captif, c'est mon livre favori de tous les temps. Et du coup, j'aime trop interagir en fait avec vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner aussi pour voir un petit peu la suite de mes vidéos. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que la sélection de mes livres vous a plu, que mon avis vous aura intéressé. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!